Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le Sénégal s'embrase après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme. Depuis le verdict prononcé le 1er juin, ses partisans battent le pavé pour protester contre cette peine qui le rend inéligible à l'élection présidentielle de 2024. Le bilan des violents affrontements s'alourdit. Les élections législatives initialement prévues en décembre 2022 en Guinée-Bissau se tiennent ce dimanche 4 juin. Ces scrutins sont l'espoir d'un retour à l'ordre constitutionnel après la dissolution du Parlement en mai 2022 par le président Umaro Sissoco Embaló en raison de divergences persistantes. Et le Gabon rempile pour 5 ans de collaboration avec le système des Nations Unies en vue d'atteindre les objectifs de développement durable de l'agenda 2030. Le plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable du Gabon 2023-2027 a été officiellement lancé le 1er juin. Mais tout d'abord, le bilan de la crise sociopolitique qui prévaut au Sénégal s'alourdit. 6 nouveaux morts sont venus s'ajouter ce vendredi aux 9 morts déjà annoncés suite aux violents affrontements qui ont suivi la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse, ce qui porte à 15 le nombre de décès depuis le 1er juin. La capitale Dakar et la ville de Ziguinchor, où Ousmane Sonko est maire, étaient encore sous tension ce samedi. De nombreux biens publics et privés ont été saccagés et l'armée a été déployée. Tout cela alors que le dialogue national, ouvert depuis le 31 mai, initié par le président Macky Sall et rejeté par une partie de l'opposition, est censé se poursuivre. Et ce climat de tension nationale suscite des réactions à l'international et pour cause, le Sénégal est souvent cité en modèle de démocratie et de stabilité en Afrique. Les appels au calme et à l'arrêt des violences se succèdent. C'est notamment le cas de la CEDEAO qui exhorte à un retour à la paix, tout comme les appels lancés par l'Union africaine et l'ONU. Plus de détails avec Joël Ballot. Depuis le 1er juin 2023, date de la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko, le Sénégal est en proie à une série de violences. Dans un communiqué rendu public le 2 juin 2023, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest affirme suivre avec inquiétude la situation qui prévaut dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO condamne fermement les violences qui ont visé les forces de sécurité, les biens publics, les propriétés privées et troublé l'ordre public. L'institution déplore les pertes en vie humaine. Selon le ministre sénégalais de l'Intérieur, les affrontements entre la police anti-émeute et des partisans du leader du PASTEF, Ousmane Sonko, à Dakar et à Ziguinchor, sont à l'origine d'une quinzaine de morts et à la destruction de plusieurs biens. Nous avons constaté avec regret des violences ayant entraîné des destructions sur des biens publics et privés et malheureusement 9 décès à Dakar et à Ziguinchor. L'État du Sénégal, en toute souveraineté, a décidé de suspendre temporairement l'usage de certaines applications digitales par lesquelles se font des appels à la violence et à la haine. Dans un souci de préserver la démocratie sénégalaise, dont l'Afrique a toujours été fière, l'Union africaine appelle tous les acteurs politiques sénégalais à faire preuve de la plus grande retenue afin d'éviter de tels actes qui ternissent l'image du pays. Le président de la Commission de l'Union africaine appelle au respect du droit des citoyens à exercer leur droit de liberté d'expression et de manifestation. Il invite instamment tous les citoyens à respecter l'ordre et la force de la loi. Il invite tous les acteurs à privilégier les voies du dialogue pour surmonter toutes leurs divergences, quelles qu'elles soient. Face au discours de haine diffusé sur les médias, le gouvernement sénégalais a temporairement suspendu certains médias qui font l'apologie de la violence comme moyen de communication. S'il convient de dire que l'on note une baisse en intensité des violences ces dernières 24 heures, les manifestations de l'opposition demeurent à Dakar et à Ziguinchor.
Également dans l'actualité, c'est une première depuis sa création en 2020. La mission intégrée des Nations Unies pour l'assistance à la transition au Soudan, MINUAT, a été renouvelée pour 6 mois seulement par le Conseil de sécurité de l'ONU et non pour 1 an comme tous les renouvellements faits pour le pays jusqu'à présent. Cette situation illustre le manque de consensus des 15 pays membres du Conseil et les fragilités concernant ce dossier, alors que le Soudan est plongé dans le chaos depuis le 15 avril dernier. Un conflit qui oppose l'armée régulière aux forces de soutien rapide. Notons que cette réunion du Conseil de sécurité de l'ONU a mis en lumière les contestations faites par certaines autorités soudanaises à l'endroit du chef de la mission des Nations Unies au Soudan, Volker Perthes. Certains protagonistes sont allés jusqu'à demander son limogeage. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a toutefois maintenu sa confiance absolue envers son envoyé. Les électeurs guinéens sont appelés aux urnes ce dimanche 4 juin pour élire leurs députés. Il s'agit bien des électeurs bissau-guinéens. Ces élections législatives doivent renouveler les 102 membres de l'Assemblée nationale populaire après la dissolution du Parlement en mai 2022 par le président Umaro Sissoko Embalo en raison de divergences persistantes. Ces scrutins sont l'espoir d'un retour à l'ordre constitutionnel. Les précisions de Séverin Douqueux. 884 000 électeurs bissau-guinéens sont attendus dans les bureaux de vote dimanche 4 juin 2023 pour élire les députés. 20 formations politiques et 2 coalitions sont en lice pour le scrutin qui va permettre de renouveler les 102 sièges de l'Assemblée nationale. Ces élections revêtent d'importants enjeux pour l'environnement politique de ce pays d'Afrique de l'Ouest en proie à l'instabilité depuis une décennie. En mai 2022, le Parlement avait été dissous par le président suite à une crise profonde. Le présent scrutin devrait permettre aux parlementaires de participer à la construction politique de l'État. Les prochaines élections législatives pourraient être une sorte de crise institutionnelle en Guinée-Bissau, qui reste un pays trop instable depuis son indépendance en 1974. Il y a beaucoup d'espoir pour que l'ancrage démocratique puisse être une réalité dans ce pays. Il n'est pas exclu que ce parti puisse revenir très vite au pouvoir. Donc la cohabitation sera évidemment inévitable. Si les partis politiques engagés dans ces élections signent un code de bonne conduite, rien ne garantit que l'issue des élections sera acceptée par tous après la sortie du président Umaro Sissoko Embalo, qui laisse planer l'ombre de la continuité de l'instabilité, le risque d'une éventuelle crise post-électorale. La Guinée-Bissau est régie par un régime semi-parlementaire où le vainqueur de l'élection bénéficie d'une part importante de pouvoir, tant à l'Assemblée que dans le gouvernement. Pour le président Embalo, même en cas de victoire du PAIGC, il ne nommera pas Domingos Pereira, le leader de ce parti, comme Premier ministre, comme le prévoit la Constitution. Ce qui reste à craindre aujourd'hui, c'est le retour d'un narcotrafiquant au sein de l'exécutif bissau-guinéen. Ils ont pu infiltrer tous les milieux, aussi bien l'armée, dans le monde des affaires et même aussi de l'élite politique. Donc ces élections seront vraiment déterminantes pour le retour à la stabilité dans cet État, qui constitue malheureusement aujourd'hui un État qui connaît des contre-performances démocratiques comparativement à certains pays de la sous-région. Donc l'espoir aujourd'hui de la sous-région, notamment au sein de la commission paix de la CEDEAO, c'est de voir que la démocratie une réalité en Guinée-Bissau. Le président Umaro Embalo projette, en cas de victoire de son parti, une réforme de la Constitution pour mettre fin à ce régime politique semi-parlementaire pour, dit-il, instaurer un régime présidentiel. Les nouveaux membres de la commission de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ont pris leurs fonctions 3 mois après leur nomination. Le nouveau gouvernement de la commission de la CEMAC a prêté serment ce vendredi 2 juin à N'Djamena en présence du président de la transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby. Reportage de notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramadan. Les membres du bureau de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ont prêté serment devant la Cour de la justice communautaire vendredi 2 juin 2023 à N'Djamena. Désignés par leurs pays respectifs et nommés officiellement en marge de la 15e conférence des chefs d'État, les membres de la nouvelle équipe ont pris fonction dans un contexte économique et politique sous-régional difficile. La transition politique au Tchad, le processus de référendum en RCA, la relance de l'économie communautaire post-Covid
Covid et l'accélération de l'intégration sous-régionale sont autant de défis qui attendent le nouveau gouvernement. Pour le bien de la communauté, pour le bien de la CEMAC, pour redorer le blason de la communauté et pour lui donner plus de crédibilité. Voilà ce que je peux dire, sous la houlette du président Ngonga, qui est le président de la commission. L'équato-guinéen Balthazar Ngongan Edio a pris officiellement fonction comme président de la commission de la CEMAC en remplacement du professeur Daniel Onaondon. Conscient des défis économiques de la sous-région, les nouveaux membres du gouvernement de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale espèrent mobiliser et coordonner les actions des institutions communautaires spécialisées dans le but de mettre en œuvre l'agenda défini par la 15e conférence des chefs d'État, notamment la relance effective de la croissance économique des États membres. À titre plus personnel, je peux simplement dire que je mesure l'ampleur de la tâche. Je mesure également l'ampleur de l'engagement qui est pris ici à N'Djamena aujourd'hui devant la Cour de justice de la CEMAC et devant le chef de l'État. Donc nous savons que la mission est certainement très ardue, mais honoré de cette confiance que nous ont fait les chefs d'État de la CEMAC et honoré également donc de cette présence nombreuse qui était ici pour notre prestation de serment. Pour rappel, l'audience solennelle de prestation de serment a été présidée par la présidente de la Cour de justice communautaire d'Afrique centrale, Elenga Ngaporo, en présence du président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Déby. Depuis son arrivée au pouvoir en septembre 2021, la junte militaire guinéenne met un point d'honneur à lutter contre le gaspillage des ressources publiques. C'est pour satisfaire cet objectif que la deuxième phase de l'enrôlement biométrique des fonctionnaires a débuté le 1er juin. Objectif affiché, assainir le fichier général de l'administration et en créer un nouveau, un sujet de la rédaction. L'assainissement de l'administration publique se poursuit en Guinée. La deuxième phase des opérations de recensement et d'identification biométrique des fonctionnaires, des agents contractuels et des pensionnés de l'État a débuté le 1er juin. Un projet initié par le ministre du Travail et de la fonction publique. Les avantages essentiels du processus d'enrôlement biométrique des agents de l'État, d'abord ça va nous permettre de savoir exactement au terme du processus, qui va prendre maintenant presque 2 mois, de savoir exactement combien d'agents nous avons à la fonction publique et par ricochet de déterminer exactement quelle est la masse salariale que l'État dégage à la fin de chaque mois pour payer les agents. Selon le ministre guinéen du Travail, une économie moyenne de 32 000 milliards de francs guinéens par mois a pu être réalisée depuis le début de l'assainissement du fichier général de l'administration. Cette initiative, entamée en mars 2023 avec une opération de pré-enrôlement, doit aboutir à la création d'un fichier dénommé Fichier unique de gestion administrative et de la solde, FUGAS. Objectif affiché, se débarrasser de tous les fonctionnaires fictifs et lutter contre le gaspillage des ressources publiques. Le président de la transition, le chef de l'État, le président du CNRD, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya attachent du prix à ce processus, attachent du prix à l'assainissement du fichier de la fonction publique, afin que pour une fois en Guinée, que la fonction publique puisse être dotée d'un fichier unique et d'un fichier sécurisé. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la refondation de l'État, de la réforme institutionnelle et de la moralisation de la vie publique, initiée par les autorités guinéennes de transition. Les opérations de recensement et d'identification biométrique des fonctionnaires, des agents contractuels et des pensionnés de l'État prendront fin le 28 juillet 2023. C'est officiel depuis le 1er juin, le plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable du Gabon a été prolongé de 5 ans. Il s'étend sur la période 2023-2027. Le but, assurer la mise en œuvre des efforts pour atteindre les objectifs de développement durable de l'agenda 2030. Le Gabon semble d'ailleurs être sur la bonne voie. Le point dans ce sujet de la rédaction.
5 ans de plus pour mener à bien le processus de mise en œuvre des 17 objectifs de développement durable ODD de l'agenda 2030. C'est le délai que se sont donnés le Gabon et le système des Nations Unies. Les deux parties ont procédé le 1er juin à Libreville au lancement officiel du plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable du Gabon 2023-2027. L'ambition nourrie dans la mise en œuvre de ce plan cadre de coopération est que, ensemble, avec tous les acteurs au développement, nous puissions mutualiser nos efforts afin de les consacrer au renforcement des capacités à répondre aux défis du pays en matière de bonne gouvernance et de promotion des droits humains, à la transition vers une économie verte et bleue et à la promotion d'un développement durable inclusif, bien entendu en prenant en compte l'ensemble des spécificités de notre pays. Les efforts consentis par le Gabon pour préserver son environnement et son riche capital naturel sont régulièrement salués par les Nations Unies en faisant le choix de passer d'une économie brune, principalement basée sur l'extraction de pétrole, à une économie verte, axée autour de la diversification de l'économie et l'utilisation durable des ressources naturelles. Le Gabon se place en exemple. C'est l'un des rares pays au monde à absorber plus de carbone qu'il n'en émet. Nos priorités des Nations Unies sont étroitement alignées avec les priorités du Gabon et avec les axes décrits dans les plans de développement stratégiques nationaux, les plans stratégiques Gabon émergent, les plans d'accélération de la transformation et plus récemment avec la déclaration des politiques générales du Premier ministre chef du gouvernement. Le Gabon, pays hôte de l'édition 2022 de la Semaine africaine du climat, est considéré comme un acteur mondial de premier plan en matière d'action climatique. En 2021, le Gabon est devenu le premier pays africain à recevoir des paiements basés sur les résultats pour la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.